Salut, c'est NicoFam avec le balado Fascinante Techno, où je rencontre des chercheurs qui changent le monde. Si je vous dis qu'on se sert d'hologrammes pour pratiquer des chirurgies, que les jeux vidéo influencent les applications mobiles les plus populaires et qu'entre la fourchette de plastique ou de bambou, la plus écolo est pas toujours celle qu'on pense. Et il y a même Farah Alibé qui partage avec nous ses secrets de l'espace. Fascinante Techno est un contenu publicitaire de l'École de technologie supérieure à écouter sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le lundi 15 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Merci d'être des nôtres encore ce matin. Je m'en voudrais ce matin de ne pas commencer en parlant bien sûr de René Aumirois. On a appris son décès à l'âge de 85 ans hier. René Aumirois qui, dans mon souvenir, et c'est probablement celui qui m'a donné, un des animateurs qui m'a donné le goût de faire de la radio dans la vie. Je me souviens au cégep en 98, donc sa première année assez bien meilleure le matin. C'est à ce moment-là, je dirais que j'ai commencé à écouter la matinale sur la première chaîne, comme on le disait à l'époque, sur ici, Radio-Canada Première. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que je trouvais son animation brillante, ses propos toujours justes, ses questions pouvaient être acérées lorsqu'il recevait un politicien. Bien sûr, c'était un grand passionné de la culture également. Et par la suite, mon premier emploi à la radio, à La Chute, à CJLH, je salue les gens du coin. Quand j'arrivais à la station le matin, c'est René Aumirois que j'entendais à 5 heures tous les matins. C'est lui qui ouvrait l'antenne, entre guillemets. Après, dans le temps, il y avait l'hymne national. Au début, rappelez-vous, quand la journée commençait à Radio-Canada. Et là, il y avait toujours un mot. Il parlait pendant 5, 10, 15 minutes. Je me souviens de propos tellement brillants, parfois un peu philosophiques, parfois des critiques. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un personnage plus grand que nature, un animateur de très, très haut calibre, évidemment. Et je voulais le saluer. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a... Si je fais ça aujourd'hui dans la vie, c'est certainement en partie grâce à René Aumirois, que j'ai toujours beaucoup admiré, sans jamais le connaître, sans jamais le rencontrer. Véronique Méran, qui est à mes côtés, a travaillé avec lui. Vous avez travaillé à ses côtés à C'est bien meilleur le matin. Pendant 8 ans, à ses côtés, à C'est bien meilleur le matin. Et d'ailleurs, ce mot d'ouverture que vous venez de mentionner, c'était toujours un moment particulier parce que René était dans son studio, parlait à ses auditeurs. Toute l'équipe était derrière. On n'entrait pas à ce moment-là. Okay. C'est comme un genre de rituel. Et une fois que le mot était passé, là, l'équipe entrait et l'émission pouvait commencer. Donc, vous l'avez dit, passionné de culture, mais communicateur hors pair aussi. Hein? Je pense que René a influencé plusieurs parcours de plusieurs personnes ici à Radio-Canada et ailleurs aussi. Moi, je sais que c'est lui qui m'a fait découvrir la radio aussi. Et on ne répond pas à René Aumirois. Je le sais pas. Donc, un certain dépassement, il nous en a montré beaucoup. Donc, une personne aussi chic, hein? Unique, toujours, on dirait à la bonne place, au bon moment, avec le bon mot surtout. D'excellents souvenirs, vraiment, de René. J'ai été, en fait, choyée de partager le micro à ses côtés pendant 8 ans. Oui, c'est ça. Il y a de ces grands-là qu'on est choyés d'avoir simplement côtoyé. On a croisé leur parcours, puis ça nous a comme fait grandir un privilège. Merci pour ce témoignage-là. D'avoir mis une image dans ma tête de ce fameux mot d'ouverture qui m'a tant marqué à l'époque. Et Julie Jasmine, évidemment, beaucoup de réactions dans le milieu culturel. Ah oui, absolument. J'en ai une que je ferai entendre tout à l'heure, mais c'est un féru de culture. Véronique l'a si bien mentionné, puis tu es capable de faire un lien avec tout ça. Alors, bien sûr, oui, je vous ferai écouter ça. Puis hier, c'était le 40e gala des prix Gémeaux. Ça aussi, on lui a rendu un hommage. Et c'est animé par la papesse de la télé, Véronique Cloutier. Le 40e du meilleur de la télé, c'est le 40e. Il faut la célébrer, c'est le 40e. Ça mérite d'être... Elle s'est transformée en chanteuse. Oui, elle avait une sculpture de cheveux en forme de Gémeaux. C'était tout feu, tout flamme aussi sur scène. Alors, on a mis la gomme, on voulait célébrer notre télé, mais il y a quand même des messages qui sont passés hier, ça, je vais y revenir aussi. Oui, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs qui s'inquiètent pour l'avenir de cette télévision. OK, on va y revenir à la fin de l'émission. Je prends le temps de vous dire aussi que Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard pour parler de la rentrée parlementaire à Ottawa, ces jours de rentrée à la Chambre des communes. Sinon, Olivier Pellerin est en studio ici aussi. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, au sport,
Alors, d'abord, il y avait une belle course. Il y a eu une belle course à Montréal pour cette deuxième étape des Grands Prix cyclistes. La générosité régnait à l'arrivée de l'étape hier. Oui, parce que Tadej Pogačar était en jambes hier, son équipe aussi, et ils ont beaucoup fait souffrir les équipes qui ont voulu peut-être se mesurer à eux. Ils avaient toutes les cartouches hier dans cette course pour aller chercher la victoire, et c'est ce qu'ils ont fait. Tadej Pogačar, qui en fin de course était seul, a préféré attendre un coéquipier, Brandon McNulty, pour terminer cette course. Et quand il le fait à la toute fin, il a cédé donc cette victoire à Brandon McNulty, un coéquipier de rêve qui l'a souvent amené dans de bonnes positions pour pouvoir remporter des étapes, par exemple au Tour de France ou lors de grands tours. Et hier, c'était le retour d'ascenseur, a offert comme ça cette victoire à l'Américain qui est allé chercher un premier titre lors d'une classique en World Tour, donc une course d'une journée. C'était la toute première fois que McNulty allait chercher une victoire importante pour lui, très émotive. Et pour Tadej Pogačar, c'était presque plus satisfaisant pour lui que de voir son coéquipier remporter la course à Montréal. Peut-être parce qu'il en a tellement des titres que cette victoire à Montréal, qu'il a déjà remporté 2 fois là, cette étape. Peut-être que c'était peut-être moins important d'aller chercher cette victoire que de remercier un coéquipier. Et donc, ça a été une belle scène pour cette course qui a été très souffrante. Au bout des 209 kilomètres de cette course, 106 des 161 coureurs qui ont pris part à l'épreuve avaient abandonné. C'est vous dire à quel point là, ça a été éreintant. Il y a entre autres Hugo Hull qui l'a terminé cette course et qui a parlé des difficultés justement de cette course. On peut l'écouter. Oui, c'est leur marque de fabrique. Ils ont suivi leur plan, même s'ils se sont fait attaquer beaucoup au départ. Ils sont très solides, ils n'ont pas tremblé. Et puis, ils ont mis leur allure, puis ils ont mis tout le monde dans le rouge. Donc, tout le monde était justement à cran jusqu'à la toute fin. Hugo Hull qui voulait terminer cette épreuve parce qu'il était à Montréal devant sa foule, devant son monde. Et il était très heureux d'avoir rallié le fil d'arrivée, même s'il a dit, là, il a reconnu que ça a été souffrant. Et pour lui, depuis le début, ça a été une course difficile hier. Et surtout, il a parlé de ce fameux cadeau de Pogačar qui a été un beau clin d'œil. On l'écoute. C'est la classe de Pogačar qui gagne régulièrement. Et puis souvent, McNulty se sacrifie pour lui. C'est pour ça qu'on dit que le vélo, c'est un sport d'équipe. Et en plus, il est en Amérique du Nord. Je pense que c'est un très beau geste de Pogačar. Et je pense pas que ça va changer grand-chose à sa vie qu'il ait laissé la victoire à son coéquipier, mais ça fait une belle victoire pour McNulty. Parfait. Voilà pour les Grands Prix cyclistes qui se sont déroulés en fin de semaine. Belle célébration, en effet, du cyclisme. Le Canadien de Montréal, il y avait des matchs, des recrues en fin de semaine. Et aujourd'hui, c'est un peu le lancement officiel de la saison avec ce tournoi de golf qui aura lieu aujourd'hui. 2 défaites au cours du week-end pour les recrues du Canadien qui en auront peut-être pas mis autant dans la vue qu'on ne l'aurait espéré parce qu'on veut voir des jeunes peut-être percer l'alignement. Mais quand même, aujourd'hui, ce sera le tournoi de golf du Canadien de Montréal. Donc là, c'est vraiment le vrai début de saison où on parlera des ambitions pour cette saison. On entendra les joueurs qui ont été en pause tout au long de l'été et surtout des ambitions de l'équipe. Donc, les lignes de communication, ça sort ce matin avant que tout le monde saute sur la patinoire pour montrer de quel bois ils se chauffent et à quel point ils sont prêts pour la prochaine saison. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Oui, c'est vrai, la météo. Mon Dieu, ça... On est tout chamboulé ce matin. Oui, c'est ça, exactement. Elle va faire beau, va faire chaud. C'est à peu près ça, la météo, je dirais, cette semaine. Dernière semaine officielle de l'été, parce que l'automne s'installe la semaine prochaine, le 22 septembre. Donc, on ira avec un soleil dominant et des températures qui, tranquillement, vont grimper. Une chaleur qui était dans l'ouest, bien ancrée la semaine dernière, qui va se transposer graduellement. Alors, on retient ensoleillé, de plus en plus chaud. 22 à 24 aujourd'hui, 23 à 26 demain et 27-28 mercredi, jeudi. En moyenne, le dernier 30 au Québec, à Montréal, c'est autour du 5 septembre. Okay. Bon, est-ce qu'on pourrait toucher à cette barre-là mercredi, jeudi? Peut-être, par endroit. Ce serait quelque chose du possible. Ce sera le cas également du côté de l'Abitibi. Ça se dégage ce matin. Soleil et chaleur prennent le relais par la suite. 23 aujourd'hui, 26 demain. 18 à 21 degrés dans l'est du Québec, incluant le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, sous le soleil, ça remontera également d'un cran les températures au cours des prochains jours. Beau temps sur tout le territoire ontarien aussi. 24 à 26 dans le sud, 21 à 22 sur la portion nord. Ça se dégagera à Vancouver. Vancouver qui a été relativement épargné par les précipitations en fin de semaine. Ça s'est passé plus sur la côte et plus au nord. Pour ce qui est des prairies, 21-24 degrés encore aujourd'hui, 24-25 pour Regina, Winnipeg. Le ciel est un peu plus nuageux. Il fera beau à Edmonton, mais ailleurs, nuages éclaircis et probabilité d'averses et d'orages de fin de journée. Quand est-ce que la pluie reviendra? Parce que c'est extrêmement sec. Oui. Je dirais de la pluie pour la peine, pas avant l'arrivée de l'automne. Donc peut-être 22-23 septembre prochain. Sinon, on a peut-être un orage possible jeudi soir, quelques gouttelettes ici et là à l'approche d'un front qui fera fléchir les températures pour la fin de la semaine. Mais sinon, ça reste bien sec.
Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Dans les quotidiens ce matin, il est beaucoup question de cette rentrée parlementaire à Ottawa dont Jean-Philippe va nous parler. Le Globe and Mail, par exemple, qui revient sur cette annonce de Mark Carney hier. 13 milliards de dollars pour cette nouvelle agence fédérale qui doit construire 4000 maisons sur des terrains qui appartiennent au gouvernement fédéral dans 6 villes, entre autres Dartmouth, Longueuil au Québec, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Edmonton. On veut construire des maisons, des logements qui seront à l'extérieur du marché. Donc, le gouvernement Carney qui veut vraiment mettre le pied sur l'accélérateur en ce qui a trait à la construction de maisons. C'est en une du Globe and Mail, cette annonce. Le Journal de Montréal, ce matin, nous parle des saisies dans les prisons. Ce que l'on saisit, une rare incursion, titre le journal, entre les murs d'une prison. Eh bien, ce que l'on apprend en une du journal, c'est qu'il n'y a pas moins de 5 millions de dollars en termes de valeur de drogue, de tabac, de cellulaires qui ont été saisis depuis ce printemps seulement, donc en quelques mois, selon ce qu'a obtenu le Journal de Montréal, qui nous parle également de ces fraudes. Peut-être que ça a déjà été votre cas de vous faire frauder, soit par téléphone, par Internet. Pas d'accusation, 9 fois sur 10, titre le Journal de Montréal. Près de 90 % des cas de fraude rapportés aux principaux corps policiers du Québec n'aboutissent à aucune accusation, selon ce qu'a constaté le journal en analysant les données. Ce qu'on dit, par exemple, au niveau de la police de Laval, c'est que les dossiers de fraude, ce sont des crimes complexes, en constante évolution. Donc, pas évident nécessairement pour les policiers d'attraper les malfaiteurs. Pas d'accusation, 9 fois sur 10, nous dit le journal. En une du Devoir de ce matin, Olivier nous parlait de cette course, de ce Grand Prix cycliste de Montréal. On titre un Grand Prix cycliste de Montréal sous tension. Il n'y a pas eu de débordement, il y a eu quand même quelques arrestations, mais des manifestations. D'ailleurs, on voit à la une le peloton de cyclistes avec, dans la foule, plusieurs personnes qui tiennent des drapeaux palestiniens. Donc, c'était des témoignages qui en avaient, des témoignages pro-palestiniens qui ciblaient, qui dénonçaient la présence de l'équipe Israël Premier Tech dans la compétition. Sinon, on parle des étudiants confiants face au chômage. Les mauvaises nouvelles économiques et certaines embauches ne tempèrent pas l'optimisme des finissants à l'école. Le Devoir qui en a rencontré quelques-uns. Et il est également question du décès en une du Devoir de René Aumirois. La voix érudite de René Aumirois s'est tue. C'est un article de Philippe Renaud qui commence en disant « Pour la première fois en 60 ans, nous, passionnés des arts et ceux qui les font, vivons cette rentrée culturelle en l'absence de René Aumirois. » C'est à lire donc dans Le Devoir. La presse de ce matin revient sur ce gala des prix Gémeaux dont va nous parler tout à l'heure Julie-Jasmine Boudreau. Une belle fête sur fond d'inquiétude, Julie-Jasmine le disait, 40e édition de ce grand gala qui récompense la télé au Québec, mais effectivement, c'est sur fond d'inquiétude, étant donné la situation fragile dans laquelle évolue la télé au Québec. Sinon, il y a un dossier de Daniel Renaud qui est également en une de la presse. Notre cannabis illégal inonde l'Europe. C'est donc de plus en plus de cannabis québécois qui est exporté vers l'Europe, mais des exportations qui ont aussi explosé vers l'Océanie, l'Asie et l'Afrique, nous dit la presse de ce matin. Dans sa section Affaires, il est question de la rentrée parlementaire et du budget qui sera finalement présenté cet automne. Joël Denis Bellavance écrit un déficit fédéral frisant les 100 milliards de dollars, point d'interrogation. Ce scénario budgétaire est de plus en plus évoqué dans les officines du pouvoir, alors que François-Philippe Champagne planche sur le premier budget du gouvernement Carney. Il est aussi question, bien sûr, du décès de René Aumirois ce matin dans la presse, entre autres la chronique de Nathalie Collard qui s'intitule « Le goût des autres ». Ce que je vais retenir de cet homme, écrit-elle, son appétit, sa passion pour la culture sous toutes ses formes, et ça jusqu'à la fin. Grand cinéphile devant l'éternel, c'était un touche-à-tout qui faisait partager ses coups de cœur et ses coups de gueule avec ferveur en respectant toujours l'intelligence de son public. Son propos nous élevait, écrit Nathalie Collard dans la presse de ce matin.
Alors, c'est jour de rentrée parlementaire à Ottawa. Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Le premier ministre Mark Carney, donc, je le disais, qui a annoncé la création de Maison Canada. C'est le nom en français de cette agence fédérale. On veut construire rapidement du logement pour apaiser cette crise du logement. Le chef libéral, donc, qui a annoncé vouloir construire des milliers de maisons. Oui, effectivement. Comme vous l'avez dit, comme il l'avait promis pendant la dernière campagne électorale, alors hier, il a annoncé un investissement de 13 milliards de dollars pour la construction de 4000 maisons préfabriquées à travers le pays. La construction, Mathieu, de ces maisons devrait commencer l'an prochain. Il y a 6 villes au pays qui sont ciblées, qui sont visées. Il y a Dartmouth en Nouvelle-Écosse, Longueuil, Ottawa, Winnipeg et Edmonton. On écoute le premier ministre du Canada, Mark Carney. Bâtir plus vite, bâtir plus intelligemment et bâtir à moins de coûts. Maison Canada sera le guichet unique du logement abordable et accélérera les grands projets immobiliers pour les mettre rapidement en chantier. Cette initiative jouera un rôle clé dans notre plan visant à doubler le rythme de construction de logements au cours de la prochaine décennie. Une annonce des libéraux de Mark Carney au moment où le chef conservateur Pierre Poilievre, lui aussi, avait réuni ses troupes justement pour préparer cette reprise des travaux. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est la première fois donc que Mark Carney et Pierre Poilievre vont croiser le fer à la Chambre des communes depuis que Mark Carney a pris le pouvoir, qui a été élu premier ministre, et que le chef conservateur a été élu, lui également, dans une élection partielle, dans une circonscription de l'Alberta, on le sait, après avoir été défait aux élections générales dans la région d'Ottawa. Donc, les deux hommes qui vont se retrouver face à face pour la première fois. Le chef conservateur, lui, qui est prêt à en découdre, évidemment, avec les libéraux, mais qui a dit également hier qu'il était prêt à tendre la main aux libéraux si jamais c'est nécessaire. On l'écoute. Nous allons collaborer quand on voit des propositions positives et nous allons nous opposer aux propositions négatives. Parlant de collaborer, je vous invite à aller lire l'analyse de notre collègue Fanny Olivier ce matin. Rentrée parlementaire, il faudrait peut-être se parler, titre-t-elle, parce qu'on est dans des gouvernements minoritaires. C'est devenu presque une tradition maintenant, en tout cas depuis quelques gouvernements. Il faudrait peut-être changer les habitudes et se parler davantage. C'est essentiellement ce que dit Fanny là-dessus. Et on voit, si vous me permettez, chez le chef conservateur, vraiment un changement de stratégie, un changement de ton depuis qu'il a été réélu en Alberta. On verra si ça tient au retour à la Chambre des communes. Ceci dit, les conservateurs espèrent profiter de la rentrée parlementaire pour souligner justement les faiblesses du gouvernement Carney. Oui, effectivement. Donc, il compte prioriser certains dossiers qu'il qualifie, Mathieu, de points faibles du gouvernement de Mark Carney, comme l'immigration, la criminalité, la hausse du coût de la vie, l'inflation, mais également les négociations avec l'administration Trump. On écoute 3 députés conservateurs. Coût de la vie, l'immigration, la criminalité et la hausse du chômage qui commence à monter, surtout pour les jeunes. Les Canadiens et les Canadiennes sont inquiets. On voit que les négociations avec Trump, le premier ministre n'a pas livré la marchandise. On a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de paroles qui ont été prononcées, mais les résultats ne sont pas là. Alors, le budget, il faut le rappeler, qui sera déposé le mois prochain, et ce sera vraiment le premier véritable test du gouvernement de Mark Carney en Chambre. Le premier ministre Carney, vous en avez parlé tantôt, qui a confirmé hier que le déficit sera plus important que ce qui avait été prévu l'an passé. Alors, le premier ministre, en plus de convaincre les électeurs qu'il a fait le bon choix depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on sait qu'il a injecté beaucoup de fonds, d'argent, il devra s'assurer d'avoir l'appui d'au moins un des partis d'opposition pour pouvoir rester au pouvoir et s'assurer que son parti ne soit pas défait en Chambre et tombe éventuellement. Là. Parfait, on va suivre cette rentrée un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Julie Jasmine Boudreau est de retour en studio avec nous pour parler de cette célébration de la télévision. C'était hier la 40e édition des prix Gémeaux. Voilà, 40 ans, ça a duré 2h20 minutes. On a remis 17 prix, dont 6 votés par le public. Alors, et je dirais que c'était la soirée d'En direct de l'univers. Un véritable doublé. D'abord, coup de cœur de l'année, mais coup de cœur des 40 dernières années. Alors ça, évidemment, c'est pas banal. Et France Beaudoin, lorsqu'elle est montée sur scène, a vraiment pris le temps de dire l'important, c'est de transmettre notre télé
aux futures générations. Et pour ça, ça prend évidemment des moyens, de la volonté, de la solidarité. Donc, je dirais que le ton de la soirée, c'était un peu ça, c'est-à-dire autour de la télévision, menacée. Des fois, c'était Rosalie Vaillancourt qui dit qu'écouter la télé, c'est un acte politique, de le faire dans notre langue. Aussi, il y a eu un numéro choral avec des archives de notre télé des 40 dernières années, bien sûr, mais dans le sens du collectif, avec une gang télévisuelle. Et on sentait aussi qu'il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air, comme tous ceux qui ont gagné un tout premier Gémeaux. Et là, je pense, entre autres, à Sarah Dufour, découverte de l'année, votée par le public toujours. Elle était ricaneuse et survoltée. Et aussi, Chantal Lamarre, qui collabore à, évidemment, Infoman depuis tant d'années, a dit être émue jusqu'au trognon. Alors, voilà. Et pour ce qui est des personnalités féminines et masculines, féminine, c'est Geneviève Evrel, qui est une entrepreneure québécoise, qui a une grosse communauté sur Internet, toujours dans le vote du public, bien sûr, on comprend. Et la personnalité masculine de l'année, de la télé, je veux dire, c'est Antoine Bertrand. Et lui a dit qu'il se doutait bien qu'il mettait la main sur ce trophée-là grâce à son discours patriotique de la fête nationale. C'est quand même drôle parce que dès le lendemain, je me suis dit, Antoine, tu topperas jamais ça, ce discours-là. Donc, à partir de maintenant, tu ne prends plus jamais la parole en public. Et évidemment, merci aux auteurs, compositeurs, interprètes qui ont fourni la matière première, de Vigneault à Margeau, de Caïn à Desjardins, de Deschamps à Florent Volant, de Mosaïen à Joanne Blouin. Oui, bon sens de l'humour, bonne ligne, ça. Puis c'est vrai que son discours a tellement fait réagir. Il a beaucoup circulé. Il y avait aussi des prix votés par l'industrie. Oui, voilà. Là, c'est jury, père, évidemment, du milieu de la télé, donc les membres de l'Académie. Meilleure série dramatique, Le Temps des Framboises, la 2e saison, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai adoré. La meilleure comédie qui a poussé Mélodie. Puis maintenant, pour un meilleur rôle féminin dans une comédie, Julie Le Breton, qui est pour le retour d'Anna Brodeur, qui commence là, d'ailleurs sur la chaîne Nouveau bientôt. Et meilleur premier rôle masculin, c'est Robin Joël Cool, dont je vous ai parlé la semaine passée. Comique coloré. Sa maman, qui est une sorcière comptable, l'accompagnait pour cette fois-ci. Nous l'avait présenté l'année passée sur scène parce qu'il avait remporté un prix là aussi. Et on va l'écouter, bien sûr. Daddy, je sais que tu nous observes ce soir à la TV en Acadie. Mamie, je vous remercie d'avoir donné à un enfant le plus beau cadeau du monde, la liberté d'être soi-même. Mon amour, Viviane, merci d'avoir nourri cette liberté-là, puis d'avoir tourné à gauche pendant que toute la gang tournait à droite, même s'il n'y avait pas de route. Comme Doc Brown a dit à la fin de Back to the Future, « Where we're going, we don't need roads ». Robin Joël Cool, donc récipiendaire d'un prix hier au Gala des prix Gémeaux, qui a aussi rendu hommage à Renaud Miroir. C'est un incontournable. Je pense qu'on aurait créé un scandale si on ne l'avait pas fait. Lui, tellement fou de culture. Alors, un hommage assez sobre, un joli texte porté par Véronique Cloutier. Et parlant d'hommage, ils sont venus de partout hier. On parlait de la classe politique, d'anciens collègues aussi, ou encore de collaborateurs qui l'ont fréquenté. Je pense à Dany Laferrière, qui l'a bien connu à la Bande des 6. Il était aussi enthousiaste pour descendre quelque chose que pour l'aimer. Et à un moment donné, ça faisait chaud au cœur parce qu'on était sûr qu'il était sincère. Voilà. Alors, curiosité insatiable, plume aiguisée, record critique, c'est ce qui est sorti. Une des plus grandes fois qu'on a perdu, évidemment. Ah oui, tellement. Merci beaucoup, Julie-Jasmine. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci de nous retrouver, aux aurores, comme le disait si bien René au Miroir tous les matins. Ce qu'on va surveiller, entre autres, dans l'actualité aujourd'hui pour les parents dont les enfants prennent les autobus scolaires encore perturbés en raison des problèmes avec ces autobus du fabricant Lyon Électrique. Plusieurs centres de services scolaires, donc des trajets d'autobus qui seront annulés encore ce matin. Ça va être un petit peu plus compliqué pour aller à l'école dans certains cas. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Salut, c'est Nico Fam avec le balado Fascinante Techno, où je rencontre des chercheurs qui changent le monde. Si je vous dis qu'on se sert d'hologrammes pour pratiquer des chirurgies, que les jeux vidéo influencent les applications mobiles les plus populaires et qu'entre la fourchette de plastique ou de bambou, la plus écolo est pas toujours celle qu'on pense. Et il y a même Farah Alibé qui partage avec nous ses secrets de l'espace. Fascinante Techno est un contenu publicitaire de l'École de technologie supérieure à écouter sur Radio-Canada Audio.